Marceau. Le soir. Avec Marceau et Laurence. Radio X. L'enquêteur du paranormal est avec nous et le journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier. Allez faire un tour sur sa page internet, christianpage.ca, où il y a une multitude de trucs à voir, bien entendu. Et si vous voulez acheter un livre de Christian Page, eh bien, vous allez avoir toute l'information nécessaire à cet endroit-là. Christian Page, salut! Salut! Puis on peut faire plus, parce que je te rappelle que c'est le 27 mai prochain que je vais donner une conférence à Québec. Oui, monsieur! Ça fait déjà 2 ans que j'ai pas donné de conférence à Québec, donc ça va me faire plaisir de revenir dans la vieille capitale pour faire ça. Ce que je trouve cool, c'est que sur ton site, on peut même voir le décompte. Ah oui, le décompte avant la tenue de l'activité. C'est-tu ton idée à toi, ça? Non, c'est l'idée de le webmaster, donc l'administrateur de la page, qui a conçu ça et effectivement, on trouve ça un peu le fun, c'est parce que ça fait un peu comme le décompte de la fin du monde. Je trouvais que c'était une idée de génie aussi. Ben, merci. Bon. C'est ça, donc c'est le 27 mai, puis si tu me permets, dire c'est ça, le titre de la conférence, c'est OVNI, les dossiers de la NASA. Donc, on le sait depuis que les hommes sont allés dans l'espace, là, depuis le tout début de la conquête de l'espace, au début des années 60. On a raconté toutes sortes de trucs, voulant que les vaisseaux spatiaux, que ce soit les capsules Mercury, Gemini ou Apollo, ont été suivis, observés par des extraterrestres. La NASA nous cacherait cette information. Il y aurait des photographies, des films qui auraient été tournés, principalement lors des alunissages à la fin des années 60, début des années 70. Donc, on va revoir tout ça, toutes les rumeurs qui circulent, et puis on va regarder s'il y a un fondement à toutes ces informations-là, si on peut vérifier ça, puis d'où vient l'information, puis bon, etc., etc. Ça promet d'être une très belle soirée. Donc, le 27 mai à 19h30, c'est à l'Université Laval, au pavillon Alphonse Desjardins. Je me trompe pas, c'est l'amphithéâtre Hydro-Québec. Plus d'informations, christianpage.ca dans l'onglet conférences. Christian, cette semaine, on parle d'une rencontre mortelle. Oui, ça, c'est assez étonnant. Écoute, je te mets dans le bain, puis après ça, on va décanter un peu la nouvelle. Tu sais. Rappelle-toi, en début d'année, je t'avais parlé que la CIA avait mis en ligne quelque chose comme 1000 documents tirés de ses archives. Pas 1000, pardon, 1 million de documents tirés de ses archives. Et là, quand on parle de tirer de ses archives, ces documents-là avaient déjà été rendus publics avant. C'était pas une nouvelle mise à jour de ces archives, mais avant, il n'était possible de consulter ces documents qu'en se rendant sur place. Et là, donc, ça fait partie un peu de la volonté de la CIA, en fait, des diverses administrations américaines, de mettre en ligne tous leurs documents. La CIA, donc, a mis 1 million de documents en ligne en début d'année. Et sur ce million de documents, il y en avait 1738 qui concernaient les ovnis. Alors, tu comprendras que les amateurs d'ovnis ont sauté là-dessus, puis ont commencé à éplucher peu à peu l'ensemble de ces documents-là. Et et là, ce qu'il ressort, et on en parle beaucoup ces derniers jours, un de ces documents-là a retenu l'attention particulièrement des amateurs d'ovnis, des ufologues. Et ce document-là concerne un événement, en fait, qui serait passé en 1993 en Russie. Et l'article, c'est une sorte de téléx de la CIA, mentionne que l'information aurait été, en fait, véhiculée à travers la Russie via un journal ukrainien qui s'appelait le Ternopil Venchirchirny. Et pas mal, mon russe, hein? Oui, papy. Naturel. Oui, c'est ça, très naturel. Et là, on nous dit que dans ce téléx-là, que les services de renseignement américains auraient mis la main sur un document d'à peu près 250 pages qui concerne cet incident. J'ai pas d'autres mots pour le définir. Alors, ce que l'on raconte, c'est que durant l'année de 1993, on nous situe pas une date très précise, on raconte qu'un objet volant en forme de disque, donc la parfaite soucoupe volante, serait apparu au-dessus d'un groupe de soldats qui étaient en formation en Sibérie. Et là, les soldats, voyant arriver cet objet, ils auraient sorti un lance-roquette et auraient tiré un missile sol-air sur l'engin en question. Donc, la soucoupe déstabilisée aurait décroché, se serait écrasée au sol. Et toujours selon le document, on nous raconte qu'une fois au sol, une porte se serait ouverte, un écoutille se serait ouvert, et 5 créatures humanoïdes assez petites, avec des grosses têtes, des grands yeux noirs et à la peau grise, là, l'image qu'on s'en fait un peu qui est véhiculée à travers les médias. Oui. Donc 5 créatures de ce type-là seraient sorties de l'engin, auraient commencé à marcher en direction de nos militaires, et puis là, ils se seraient
disons, fusionné entre elles. Les créatures se seraient collées les unes sur les autres et se seraient transformées en une espèce de boule de lumière qui émettait un bourdonnement. Et cette boule de lumière aurait éventuellement explosé. Et on raconte que 23 des 25 soldats qui se trouvaient à proximité de l'explosion de cette lumière auraient été transformés en statues de pierre semblables à du calcaire. Là, je cite le document, là. Et là, on nous dit que ces fameux soldats auraient été amenés, ainsi que des débris de la soucoupe volante, dans un laboratoire près de Moscou. Quant aux 2 autres soldats qui auraient survécu à cette explosion, ben, eux auraient été protégés parce qu'apparemment, ils se tenaient dans l'ombre. C'est ce qu'on nous dit, là. Donc, la morale de cette histoire, ne sortez pas sans votre parasol. Mais bref, donc, on a 2 survivants. Ce qui est assez étonnant, c'est que le document mentionne qu'un agent de la CIA aurait mentionné que si cette information-là, elle était tout à fait fondée, évidemment, il s'agissait d'un incident pour le moins inquiétant. Mais le même document nous dit aussi que la source première, et c'est là qu'on va dégonfler la balloune, si on peut dire, on nous dit que la source première de cette information-là pourrait être un journal canadien du nom de Weekly World News. Et probablement qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent ce soir qui connaissent le Weekly World News. C'est un magazine, un petit journal qui est surtout, avant on en avait une édition papier, maintenant c'est une édition en ligne, mais c'est un magazine que comment le définir, du mauvais journalisme et de la fausse nouvelle. Tu vois un peu le genre, j'ai été violé par le Bigfoot et j'ai accouché d'un enfant à tête de lézard. Tu vois un peu le genre de nouvelle. C'est ce qu'on retrouvait et ce qu'on continue de retrouver dans le Weekly World News. C'est vraiment du n'importe quoi. D'ailleurs, je te rappelle le film Les Hommes en Noir, le premier, avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Oui. À un moment donné, Tommy Lee Jones fait référence au Weekly World News en disant à Will Smith, il dit, c'est dans ce magazine-là qu'on trouve toutes les vraies nouvelles. C'est un peu en blague. Et là, ce document de la CIA nous dit, cette information proviendrait peut-être du Weekly World News. Ce qui est assez étonnant ici, parce que bon, au-delà du côté loufoque de cette nouvelle, qui est tout à fait invraisemblable, le fait que la CIA reconnaît que l'information vient du Weekly World News et que le Weekly World News, il est notoirement connu pour ses fausses nouvelles, la question que moi je me pose, et je comprends que les ufologues se la posent également, qu'est-ce qui a pris la CIA de faire une traduction de cet article et de le mettre dans ses archives? Il n'y a rien de logique là-dedans. Non, c'est ça, tu dis, écoute, et pourquoi cet article-là en particulier, le Weekly World News, là, en page 1, c'est Elvis travaille dans une pizzeria, la page 2, c'est Adolf Hitler s'est fait changer en femme, et la page 3, c'est ce truc-là. Pourquoi cette nouvelle-là en particulier, et comment expliquer qu'un truc aussi ridicule se retrouve dans les archives de la CIA? Ça, j'avoue que je n'ai pas de réponse à ça, et je comprends un peu que les ufologues se disent, est-ce qu'on n'est pas en présence d'une tentative de désinformation? C'est-à-dire que la CIA prend de l'information, la transmet dans ses archives, en fait, contamine ses propres archives pour finalement aiguiller les ufologues vers des trucs un peu ridicules. Tout ça, éventuellement, pour tourner en bourrique les amateurs d'OVNI. Parce que là, on parle de 1993, là. C'est pas, ouais. Pour Laurence, c'est loin, là, mais 1993, pour nous, c'était hier, là. Absolument. Donc, tu sais, quand on entend parler d'histoires du genre, en 1810, il y a des soldats qui ont été transformés en pierre après avoir vu une soucoupe volante. OK. Mais là, ça nous rappelle un peu une histoire biblique, hein, la femme de Lot. Oui. C'est Lot dans les villes de Sodome et Gomorrhe, là, quand les anges disent à Lot, fuis vers la montagne, amène ta famille, et selon le récit biblique, au moment où Dieu va détruire les villes de Sodome et Gomorrhe en envoyant une pluie de soufre et de feu, la femme de Lot se retourne, parce que Dieu avait dit, ne te retourne pas dans toute la plaine, et au moment où elle se retourne, donc elle va à l'encontre de la demande de Dieu, des anges, elle se retourne et elle est transformée en statue de pierre. Donc, on a un peu une reprise ici de ce fameux récit biblique de gens qui se transforment en statue de pierre. C'est ridicule, mais pourquoi, comment expliquer que ça se retrouve dans les archives de la CIA? J'en ai pas la moindre idée. C'est troublant. Oui, absolument. La semaine dernière, mon cher Christian, t'as fait une boutade, t'as dit, bon, il est plus très loin le jour où on va découvrir une planète extraterrestre, puis là, ça t'est revenu d'en face cette semaine? Ben oui, écoute, je t'ai dit ça mercredi soir, et le jeudi, la NASA tenait une conférence de presse exceptionnelle pour nous dire
qu'on a peut-être enfin trouvé cette planète des extraterrestres. Ouais. En fait, ce n'est pas une planète, c'est une lune. C'est une lune qui s'appelle Encelade, qui est l'une des 60 lunes, en fait, avec une orbite connue autour de la planète Saturne. Alors là, je t'explique un peu, je te mets un peu dans le bain pour arriver à cette nouvelle. Depuis 2004, il y a une sonde qui gravite dans le système saturnien et cette sonde s'appelle la sonde Cassini. Elle a été envoyée en 1997 et donc après un voyage de 7 ans, elle s'est mise en orbite autour de la planète et nous a transféré au cours des années. Et là, on parle presque de 20 ans d'une mission qui dure depuis 20 ans. Elle nous a transféré énormément d'informations, non seulement sur la géante Saturne, mais également sur son système de lunes. Et dès le départ, l'une de ces lunes avait retenu l'attention des scientifiques, c'était la lune Encelade. Encelade, pour te la situer, elle est 4 fois plus petite que Pluton. Là. C'est vraiment petit. Elle est couverte de glace. Et à la base, dans la partie sud de cette lune, il y a 4 grandes fissures dans la glace. On savait qu'elle était couverte de glace. Il y a 4 grandes fissures qu'on a appelées les griffes du tigre. Et au cours des dernières années, ce qu'on a appris, c'est que, et tout ça bien sûr par cette mission de Cassini, mais également par des observations faites à partir du télescope spatial Hubble, on avait remarqué que par ces fameuses fissures sur la surface d'Encelade, il y avait parfois des geysers d'eau qui étaient crachés dans l'espace. Alors on s'est dit, bon, s'il y a des geysers d'eau qui sont crachés, c'est qu'il doit y avoir un océan sous Encelade, sous la glace d'Encelade, et on imaginait un océan qui faisait peut-être 200 km de profondeur. Si on regardait, en fait, son orbite, sa densité, sa masse, etc., on était arrivé à peu près à cette conclusion-là. Pour te situer, là, un océan de 200 km de profondeur, je te rappelle que le point le plus profond de nos propres océans, ici, c'est la fosse abyssale des Mariannes, et elle a à peine 11 km de profondeur. Le Titanic était à 4 km de profondeur. Et là, on parle d'un océan de 200 km de profondeur. Fait que tu t'imagines la profondeur du truc. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? Bon, évidemment, pour les conditions de la vie, on s'est dit, Encelade, s'il y a de l'eau, sous cette couche de glace, il y a peut-être des formes de vie. Mais comment en arriver à cette certitude? Et comme il y avait des geysers qui étaient crachés dans l'espace, on devait bien imaginer qu'il devait y avoir une source thermale au fond de cet océan qui chauffait l'eau et éventuellement, un peu comme une cocotte minute, on crachait un peu le geyser. Et là, voilà qu'au cours des derniers mois, on a demandé à la sonde Cassini, on a reprogrammé Cassini pour qu'elle passe dans l'un de ces geysers, pour qu'elle puisse faire des prélèvements et nous déterminer ce qu'il y avait dans cette eau. Et ce qu'on nous a transmis éventuellement, c'est que dans cette eau, la sonde Cassini a détecté des molécules d'hydrogène. Et les molécules d'hydrogène, c'est la nourriture de tous les écosystèmes qu'on retrouve sur Terre. Donc, autrement dit, on n'a pas trouvé encore l'extraterrestre, mais on vient de trouver son lunch. Mais on peut présumer qu'il y a des organismes. Et non seulement on peut présumer qu'on a des organismes, mais comme il y a une source d'eau chaude, comme on a de l'eau salée, comme on a des molécules d'hydrogène, on est ici en présence d'un écosystème, d'un environnement excessivement riche. Donc, on parle plus là de petits microbes ou de bactéries qui essaieraient de survivre dans des environnements chiches comme Mars ou Vénus, là. On parle d'un environnement qui serait excessivement riche au développement de formes de vie. Donc, les scientifiques sont excessivement enthousiastes, et moi-même, je le suis, parce qu'on peut presque dire, on a presque la certitude que non seulement sur Encelade, il y a de la vie, mais non pas seulement de la vie micro-organique, mais peut-être même des animaux. Tout est permis. Au moment où on se parle, on peut même imaginer... Est-ce que tu as vu le film The Abyss? Oui. Une sorte de civilisation intelligente qui s'est développée au fond de la mer. Mm-hmm. Mais tout est possible. Dans un environnement comme celui d'Encelade, il n'est pas interdit de penser à des animaux complexes qui pourraient ressembler à des poissons, à des baleines, qui pourraient ressembler à des pieuvres, et peut-être, pourquoi pas, des formes de vie intelligentes qui auraient pu se développer sous l'eau, dans l'eau, en fait, sous les glaces d'Encelade. Alors, essaie de t'imaginer, là, on est certain que avec cette découverte-là, Encelade vient d'être placé en haut de la liste de la NASA des planètes ou des astéroïdes ou des corps astraux à visiter au cours des prochaines années. Et il est certain qu'on va envoyer des sondes sur Encelade pour percer la glace. Et essaie de t'imaginer, là, dans 10 ans ou dans 15 ans, lorsque cette sonde-là va se poser, percer la glace d'Encelade, je pense que l'humanité tout entière sera rivée à leur téléviseur
pour voir les premières images qui nous seront transmises de l'océan d'Encelade, parce qu'on risque de voir apparaître sur nos écrans de télévision des premières formes de vie qui se sont développées et qui ont évolué dans un environnement tout à fait extraterrestre. Encelade, c'est l'une des 60 lunes de la planète Saturne. C'est à combien de temps d'ici? La sonde Cassini a mis 7 ans à s'y rendre. Okay. Et pour te donner une petite idée, là, quand il y a une transmission d'informations entre la sonde Cassini et le sol, hein, le centre spatial du JPL, là, tu sais, qui contrôle la sonde, oui. On parle d'un petit 3 heures. Hein? C'est 3 heures. C'est 3 heures avant que l'information arrive. Et tu t'imagines que l'information, hein, elle voyage quand même à 300 000 kilomètres à la seconde. J'imagine déjà Laurence sur Encelade dire à son chum, « Salut, ça va? » Attendre 3 heures, puis avoir la réponse. Ouais, c'est... C'est mon affaire. Ouais. Ça me laisse le temps de faire d'autres choses. Ouais. mais ce qui m'étonne dans ce genre de truc-là, c'est que je trouve que les gens ne sont pas assez conscients de l'exploit et comment je pourrais dire, du momentum que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que, oui, je comprends, on a toutes nos préoccupations du terre-à-terre, puis on est là, puis oui, la game de hockey, puis le Canadien. Mais au moment où on discute de tout ça, là, on vient de découvrir que peut-être à notre porte, quelque part, dans notre propre système solaire, des formes de vie extraterrestres qui vivent et évoluent dans un océan d'eau salée, sous la surface d'Encelade. C'est quand même quelque chose de fascinant. Puis je trouve qu'on en parle que c'est vrai que les médias n'en parlent pas suffisamment de ces découvertes scientifiques qui sont tout à fait un bond de géant pour l'humanité. Imaginez découvrir des formes de vie qui vivent dans un autre environnement que l'univers, que notre propre univers à nous, là, notre propre environnement, c'est quelque chose qui va transformer nos conceptions. Puis toutes ces trouvailles-là qu'on a depuis quelques années, est-ce que c'est en raison des nouvelles technologies, des recherches, je sais pas moi, des budgets de recherche qui ont été accordés qu'on n'avait pas dans le temps, ou c'est vraiment l'amélioration de nos technologies? D'une part, il y a une amélioration des technologies et tu sais que la NASA a fait un bon coup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la NASA est un organisme semi-civil. Hein, il fait des contrats pour... il travaille en sous-traitance pour l'armée, mais officiellement, la NASA est un organisme civil. Et... il y a eu ce grand moment des missions lunaires où là, évidemment, les gens étaient très intéressés par ça parce que c'était quelque chose de nouveau. On envoie des hommes sur la Lune. Et puis après ça, tu sais que rapidement, on s'est désintéressé de ça. Lors de la mission Apollo 17 en 1972, il y a des gens qui ont téléphoné aux stations de télévision locales parce qu'on lui montrait les hommes sur la Lune plutôt que leur téléroman de l'après-midi. Donc, tu vois à quel point on s'habitue au fantastique. On avait ces deux bonhommes-là qui marchaient sur la Lune. C'était Eugene Cernan et Harrison Schmitt, qui étaient les deux astronautes qui ont marché sur la Lune lors de la mission Apollo 17. Et là, les gens allumaient leur téléviseur en après-midi, puis là, hop, on avait coupé As the World Turn pour montrer des hommes qui marchaient sur la Lune. Fait que là, des gens appelaient CBS ou NBC en disant « Hey, vous avez enlevé notre téléroman de l'après-midi pour nous montrer encore ces gars-là sur la Lune. » Donc, on voit, on s'est vite habitué. Et peu à peu, c'est la raison d'ailleurs pourquoi les missions Apollo, faut pas chercher une théorie du complot, là. La raison pour laquelle la NASA a arrêté ses missions lunaires avec Apollo 17, alors qu'elle devait aller jusqu'à Apollo 20, c'est simplement parce que désintéressement du public. Les gens, à l'époque, c'était la crise du pétrole, on était préoccupés par autre chose, il y avait la guerre du Vietnam qui finissait pas de s'enliser. Là, les gens se sont dit, ça suffit. C'est beau, on voulait aller sur la Lune. JF Kennedy avait dit ça, on va mettre des hommes sur la Lune et les ramener vivants. C'est beau, on a rempli ce mandat-là. Maintenant, de perdurer là-dedans, il y avait d'autres préoccupations plus terre à terre. Et à partir du moment où la NASA a perdu un peu ce support du public, elle a vu ses budgets être coupés. Le Congrès, évidemment, n'était pas d'accord avec toutes sortes de missions lunaires. On se disait, il y a peut-être autre chose qu'on peut faire avec cet argent-là. Et pendant des années, donc après ça, il y a eu le programme des missions navettes spatiales, après ça, les missions avec la station orbitale depuis la fin des années 90. Ça n'intéresse pas les gens. Ayons pas peur des mots, ça n'intéresse pas les gens. De voir un paquet de scientifiques, des mécanos de l'espace comme ça qui gogossent, ça nous intéresse pas. Et depuis quelques années, la NASA s'est dit, tiens, comment aller chercher l'intérêt du public? On va se lancer dans la recherche des extraterrestres. Et là, on s'est mis à dire, on va chercher des signaux radio extraterrestres, on va essayer de trouver des planètes qui ressemblent à des planètes comme la Terre, peut-être qu'on va y trouver des civilisations extraterrestres, on va mettre de l'avant toutes sortes de projets avec toujours cette notion de trouver de la vie extraterrestre. Et soudainement, la cote de popularité de la NASA a soudainement augmenté. Les gens, ça les intéresse. Et parce
parce que ça les intéresse, on a de plus gros budgets, on met plus de sous là-dedans. Donald Trump vient d'ailleurs de voter un budget de 19 milliards de dollars à la NASA, en leur donnant comme mandat, par exemple, d'envoyer des hommes sur Mars pour aux alentours des années 2030-2035. Avec toujours aussi je dirais en filigrane, cette idée de on cherche la vie extraterrestre. Et ça intéresse les gens. Donc, c'est surtout le fait qu'on a changé cette vocation, on a mis des trucs un peu plus populaires, plus proches des gens, de leur intérêt. Et là, bien sûr, avec cet intérêt du public, les budgets sont augmentés et la NASA reçoit presque coup sur coup des cartes blanches du Congrès pour mener à terme des projets très ambitieux, comme celui, par exemple, d'envoyer peut-être des hommes sur Mars pour 2035. Mais j'ai toujours rêvé d'arriver devant mon écran ou encore même sur place quand on voit des gens qui réalisent ce type d'exploit-là. Tu sais, quand les Américains sont allés sur la Lune, quand on a eu accès à ces premières images-là, j'ai vu les images, mais tu comprendras que j'étais pas là en temps réel. J'ai pas vu ça. Moi, je me souviendrai toujours du jour où j'étais, quand j'ai vu Félix Baumgartner sauter de 128 000 pieds. Ah ouais, c'est la fameuse sa nacelle. Dans sa nacelle, les images étaient à couper le souffle. C'était des images, c'était en HD, hein, Laurence? C'était de toute beauté. Puis je me disais, mais tabarouette, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qu'un gars saute de si haut. Ouais. J'étais content d'assister à ça. Je voulais pas qu'il meure, là, mais j'étais content d'assister à ça. Ouais. Tu vois, moi, je me rappelle, quand les hommes ont débarqué sur la Lune, la fameuse mission Apollo 11, c'était en juillet 1969, j'étais petit cul à l'époque, moi, je suis né en 1963. Je vivais chez mes grands-parents, et mon grand-père m'a réveillé ce soir-là. Puis je me vois encore, j'en garde un souvenir très, très précis. Je me réveille, les yeux un peu embués, mon grand-père m'amène dans le salon, m'assoit, et là, on avait ces transmissions. Je me rappelle encore, à la télé, c'était Jacques Lebrun qui animait une émission spéciale au réseau Télémétropole, à l'époque. Et le prof Lebrun était là, puis on débarquait sur la Lune. Et là, mon grand-père me dit, regarde ça, c'est exceptionnel, tu vas te rappeler de ça toute ta vie. Et il avait raison. Je me rappelle de ces images. Puis c'est sûr qu'il y avait, dans l'idée d'un enfant, j'avais l'impression que ça à la Lune, on y allait tous les semaines. Hein? Buck Rogers allait là. Dans les films de science-fiction, on allait là tous les semaines. Puis là, tout d'un coup de voir, je me rappelle encore quand Neil Armstrong débarque puis il dit sa fameuse phrase, c'est un petit pas pour l'homme, un bon géant pour l'humanité. Là, ça clignotait dans le bas de l'écran. Il est sur la Lune. Il est sur la Lune. T'sais, je me rappelle encore de ça. C'était comme, wow, il est sur la Lune. T'sais, c'était vraiment exceptionnel et j'ai jamais oublié ces événements-là. Puis je suis content d'avoir vécu ça, de me dire, j'aurais été de la génération qui aura vu le plus grand exploit de l'histoire de l'humanité, l'homme débarquer sur la Lune. Tu te souviens-tu, c'était quel jour de semaine, toi qui as une mémoire astronomique? Je me risquerais à dire que c'était un jeudi, je crois. Faudrait que Laurence fasse une recherche, là, mais c'était c'était le 21 juillet 1969, mais il me semble que c'était un jeudi. On va te dire ça. Laurence, tu l'as-tu? Je suis en train de le regarder. Écoute, c'est une bonne question. Moi, écoute, t'as tellement une mémoire phénoménale que j'essayais de te mettre à l'épreuve. Toi, tu me dis que c'est un jeudi? Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est un jeudi. Et Colin, si tu l'as, là, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Hey, en attendant d'avoir la réponse, passons donc à notre prochain sujet. Puis ça, je me souviens quand j'étais jeune, on voyait souvent dans les nouvelles ce type de sujet-là, des statuettes qui pleuraient, ils pleuraient des larmes de sang. Et là, il y a des gens qui se déplaçaient d'un peu partout, des villages, des villes, même il y a des gens qui. Effectivement, ça suscite ça suscite un mouvement de pèlerinage. C'était un lundi, selon ce que j'ai trouvé. Yes, sir! Maudit bâtard. Appelle-moi Yannick, il y a du monde qui nous écoute. Effectivement, Yannick, cette histoire de statue qui pleure, comme tu le dis, c'est vrai que ça suscite toujours énormément d'engouement auprès des fidèles. Oui. Et ça déclenche souvent des mouvements de pèlerinage. Hein. Je te rappelle qu'au Québec, on en a eu un truc comme ça, hein, qui s'était malheureusement révélé une fraude, hein, et probablement qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui se rappellent probablement, c'était l'hiver de 1986. Il y avait eu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça c'est tout près de Deux-Montagnes, dans la région de Montréal, il y avait eu une famille comme ça, les Girard ou Giroir, qui disaient on a une statue qui pleure des larmes de sang, et ça avait déclenché un mouvement, des pèlerins s'étaient rendus là par centaines pour voir cette petite statuette qui
qui pleurait des larmes de sang, et dont le sang avait été analysé éventuellement à l'Institut Armand Frappier à Montréal pour découvrir que c'était du sang animal, et finalement pris un peu la main dans le sac. Les auteurs avaient avoué que c'était un trucage, qu'ils utilisaient du sang provenant de steaks qu'ils avaient au réfrigérateur, qu'ils mettaient ça sur la statue, là. Un truc un peu olé. Et tout ça, éventuellement, les raisons étaient un peu obscures. On voulait amener les gens à réfléchir sur le divin, sur Dieu, etc. Là. Donc, il y avait une sorte de mission un peu religieuse derrière ça qui était malheureusement très boiteuse. Et là, c'est un peu la même chose auquel on assiste, c'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, que c'est une reprise d'un événement comme celui-là. L'affaire se passe en Argentine. Et là, donc, depuis quelques jours, on a justement une petite statuette de la Vierge qui se serait mise apparemment à pleurer des larmes de sang. C'est quand même curieux que ça se produise juste au sortir de la Semaine Sainte, hein. Donc, on le sait, là, enfin, ce week-end, c'était la fête de Pâques, et quelques jours, donc, avant ces festivités, festivités entre guillemets, ce rappel de la Passion du Christ, voilà qu'on a cette famille, un monsieur Mendoza. L'affaire se passe, en fait, dans un tout petit village qui s'appelle San José de Metan, et là, monsieur Mendoza dit que quelques jours avant que la statue se mette à pleurer, il a reçu une visite dans ses rêves de la Vierge. Et puis, au lendemain, en fait, de cette vision onirique, la petite statuette, et c'est tout petit, hein, j'ai pu voir des images, on parle d'une toute petite statuette qui fait, grosso modo, une vingtaine de centimètres, et là, elle s'est mise à pleurer des larmes de sang. Et aussitôt que la radio locale a transmis l'information, il faut se rappeler que l'Argentine est un pays excessivement pieux, hein, le nombre de fidèles est très élevé, là. On donne un exemple, ici au Canada, on a à peu près 65% des gens qui disent croire en Dieu. Et là, quand on dit croire en Dieu, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des pratiquants ou que ce sont des fidèles là, très, très pieux ou très dévoués. En Argentine, on parle d'une population là qui est une population qui reconnaît à 90% croire en Dieu. Donc, c'est énorme. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont fidèles. Tant et si bien qu'à partir du moment où la radio locale a transmis cette information, on avait une statue qui pleurait des larmes de sang. Alors voilà que des fidèles ont afflué des quatre coins de l'Argentine pour se présenter dans le salon de M. Mendoza pour voir cette fameuse statuette qui pleurait des larmes de sang et qui pleure encore des larmes de sang. Et là, bien sûr, tout le monde sont prêts à jurer qu'il s'agit d'un miracle. Mais, bien sûr, il fallait s'y attendre. Les autorités ecclésiastiques locales ont tenu, et ça il y a 2 jours à peine, à tenir un point de presse pour dire attention, l'Église reste très prudente avant de conclure un miracle. Tu l'as mentionné, et l'Église te donne raison là-dessus. Ce n'est pas la première fois que des statues pleurent des larmes de sang. Jusqu'à maintenant, aucune d'entre elles n'a jamais été reconnue officiellement par l'Église. Alors, les enquêtes ont toujours révélé qu'il s'agissait d'un trucage ou d'une fraude. Quoi qu'il en soit, la petite statuette dont je te parle sera transférée d'ici le week-end dans l'église locale, où on permettra d'accueillir un plus grand nombre de fidèles. Mais avant de conclure au miracle, il faudra attendre que l'église se penche sur ça pour essayer de déterminer si oui ou non il y a quelque chose de valable là-dedans. OK, mais est-ce qu'on en sait plus sur les motivations des gens qui disent avoir découvert une madone qui pleurait des larmes ou une madone qui transpirait ou toutes ces affaires-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a un fort achalandage puis on charge, je sais pas moi, 10$ pour venir voir la statuette qui pleure des larmes de sang? Non, tu vois, généralement, ce qui est assez étonnant là-dedans, c'est que généralement, l'objectif n'est pas un objectif pécunier. Donc, ce qui motive les gens n'est pas tant l'argent que le besoin de transmettre un soi-disant message. Donc, un peu comme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les gens cherchaient pas tant les sous que de dire « Nous avons un message, nous croyons en Dieu, je pense qu'il est le moment est venu que les gens réfléchissent à la condition humaine, à la place du divin dans leur vie. » Donc, tu vois, ces gens-là se sentent un peu imbus d'une sorte de mission apostolique et vont utiliser un subterfuge comme une supposée statue qui pleure pour arriver à convaincre les gens ou à tout le moins à faire passer leur message. C'est souvent ça qu'on retrouve derrière cette mystification des statues qui pleurent, des icônes qui suintent, etc., etc., plus une volonté de transmettre un message
qui répond à la croyance des arnaqueurs, finalement, qu'à l'idée de se mettre des sous dans les poches. Là, Christian Page, tu me mets dans le trouble parce qu'avec le prochain sujet, à chaque fois qu'on ose aborder certains de ces sujets-là, je me ramasse tout le temps le soir à lire des courriels d'insultes ou encore des courriels où on me dit que tu fais partie du nouvel ordre mondial qui est engagé pour cacher les pistes qui nous permettraient de savoir que le gouvernement essaie de nous contrôler avec les fameux chemtrails. Ouais, et tu vois, c'est amusant que tu le mentionnes, parce que moi-même, généralement, quand il est question des chemtrails, c'est un sujet que je n'aborde pas. Dans ma grille du bon journaliste, j'ai 2 sujets à ne jamais aborder, les chemtrails et l'attentat du 11 septembre sur le World Trade Center. Ouais. Ça, écoute, les gens, il y a des gens qui sont embrigadés littéralement dans ces histoires-là, et il est impossible d'avoir une discussion civilisée, là. Et là, on va se risquer cette semaine pourquoi? Parce que là, écoute, on leur donne raison pour une chose. On ne sait pas s'il y en a eu des chemtrails, mais là, il va en avoir au moins un chemtrail. En fait, ce sont des chercheurs de l'université Harvard qui ont décidé de mettre de l'avant un projet de géo-ingénierie. Parce qu'il est souvent là le problème. Hein? Moi, les gens qui me parlent disons tout de suite, situons les auditeurs, qu'est-ce que c'est que ces chemtrails? Dans la théorie, les théoriciens du complot affirment que depuis quelques années, des avions anonymes, sans numéro, et on parle évidemment de gros avions, le style avion comme des gros transporteurs, ferait de l'épandage à haute altitude, on parle de 30-35 000 pieds d'altitude, ferait de l'épandage de gaz ou de substances chimiques. Et pourquoi ils le font? Je te dirais qu'il y a autant d'hypothèses avancées qu'il y a de théoriciens du complot. Certains disent on veut rendre les populations malades, d'autres disent on veut contrôler les climats, d'autres, on veut envoyer des substances toxiques dans la nourriture. Il y a à peu près toutes sortes d'hypothèses qui sont évoquées. Mais évidemment, jusqu'à maintenant, les autorités ont toujours nié participer à un tel projet. Et même, pas rien que les autorités, même les scientifiques, les physiciens qui se sont penchés sur ces affirmations disent que ça ne tient pas la route. Si je voulais faire un épandage de gaz pour rendre les gens malades à 35 000 pieds d'altitude, ça n'aurait pas beaucoup de conséquences. Cela étant dit, c'est vrai qu'il y a depuis quelques années sur la table des physiciens, des experts en physique de l'atmosphère, il y a cette idée d'un projet qu'on appelle la géo-ingénierie. C'est assez amusant parce que quand on parle des chemtrails, moi, il y a des gens qui m'écrivent « Vous êtes dans le champ, Monsieur Page », et là, ils me renvoient à des sites web, ils me renvoient à des vidéos où des gens parlent de la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est l'idée d'utiliser des moyens chimiques artificiels pour contrôler ou changer les climats. Mais ça, là, c'est connu. Tu comprends? Ça, c'est vrai. C'est pas parce que des scientifiques sont autour d'une table et qu'ils parlent de la géo-ingénierie que ça veut dire que ce projet-là est actif. Donc, il faut faire attention de pas, il y a loin de la coupe aux lèvres, là. 3 scientifiques qui disent attention, on pourrait contrôler les climats en lançant des gaz. C'est pas conclure qu'on lance des gaz pour contrôler les climats. Et c'est souvent ça, ce raccourci que les tenants de la théorie des chemtrails empruntent. Dans le cas des chemtrails, là, la nouvelle de cette semaine, c'est qu'il y a des chercheurs de l'université Harvard qui se sont penchés, bien sûr, sur ce projet de géo-ingénierie et qui vont tenter pour une première fois, officiellement, si on ne tient pas compte des théoriciens du complot. Donc, pour la première fois, ils vont tenter de faire un chemtrail, mais entendons-nous, la substance qu'on va lancer n'est pas très, très nocive. Ils vont lancer de la vapeur d'eau. Donc, on veut vaporiser au-dessus de Tucson, en Arizona. On veut essayer de vaporiser de la vapeur d'eau pour que cette vapeur d'eau se transforme en cristaux de glace. Et là, il va créer un chemtrail, vraiment une traînée qui aura à peu près 1 kilomètre de long et 100 mètres de large. Et ce que les chercheurs de Harvard espèrent faire, c'est qu'en vaporisant cette vapeur d'eau dans l'atmosphère, et d'ailleurs, il rappelle que ce qu'ils vont faire représente moins de danger pour l'environnement que le passage d'un turbojet. Hein? Et là, donc, en envoyant cette vapeur d'eau dans l'atmosphère, ils veulent créer des cristaux de glace et tout ça sera fait à partir d'un ballon. Et ce ballon-là sera équipé d'appareils qui vont faire des relevés pour voir dans quelle mesure ces cristaux de glace peuvent altérer et diminuer, en fait, faire écran au rayonnement solaire pour diminuer le réchauffement de la planète. Ouf. OK. Et là, donc ça, c'est l'expérience. Et ensuite de ça, on se dit, un coup qu'on l'aura fait avec en vaporisant de l'eau, peut-être que si ça fonctionne pas, on a 2 autres substances qui sont à l'étude, le carbonate de calcium puis des sulfates. Hein.
sulfate qu'on retrouve par exemple dans les détergifs. Donc on veut essayer de créer une sorte d'écran pour diminuer ou ralentir le réchauffement de la planète. Les scientifiques sont bien conscients du danger que ça représente parce qu'essayer de contrôler le climat à court ou à moyen terme, on ne connaît pas quelles seront les conséquences que ça pourrait avoir. Mais les scientifiques disent aussi dans un même souffle que faire ça peut être inquiétant, mais ne rien faire l'est aussi, parce qu'on le sait qu'il y a de plus en plus de problèmes à ce réchauffement de la planète, et ils reconnaissent également que l'idée d'envoyer des substances dans l'air pour faire écran au rayonnement solaire n'est pas la solution miracle. Hein. C'est un peu comme donner un médicament à quelqu'un qui souffre d'une maladie, on ne règle pas la maladie. Et c'est un peu ça. Le seul moyen de diminuer les effets de serre, c'est de diminuer nos gaz à effet de serre, mais non pas en envoyant des chemtrails dans l'air pour essayer de diminuer ou faire écran au rayonnement solaire. Mais là, faut bien l'avouer, les tenants des théories du complot qui parlent de chemtrails auront à se mettre sous la dent, à tout le moins de façon officielle, un premier chemtrail. Il sera largué à partir d'un ballon et c'est une expérience qui sera menée par l'Université Harvard, probablement au cours des prochains mois. Et toi, Christian Page, que penses-tu des chemtrails? Je dis que je trouve ça tout à fait... Je sais que je vais me faire vilipender, mais c'est d'un ridicule absolu. Mais t'admettras que quand on écrit chemtrails sur Google, puis on regarde les images, tu te dis, tabarouette, comment la nature peut créer ce type d'image-là, ce type de décor-là, là? Ouais, en fait, c'est parce qu'il y a quand même des choses que les théoriciens du complot ne nous disent pas à propos des chemtrails. Hein? Et dans les grands éléments des chemtrails, ce qu'on ne nous dit pas dans un premier temps, c'est qu'on ne sait jamais où la photo a été prise, parce que évidemment, je pense que les images qui impressionnent le plus, ce sont des images où on voit des sortes de... en fait, c'est presque une grille de tic-tac-toe qu'on voit dans le ciel, fait par des avions. Et là, on dit, mais là, voici, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Et ça ne peut être que volontaire, et bon, etc., etc. Et ça semble témoigner d'une volonté de répandre quelque chose dans l'air. En fait, ce que l'on voit, ce sont essentiellement des traînées de condensation laissées par des avions. Mais ce que les théoriciens du complot ne nous disent pas, parce que ces gens-là nous disent, regardez, pensez-y, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était pas comme ça. C'est vrai. Sauf que depuis 20 ans ou 30 ans, le monde de l'aviation, et en particulier la cadence avec laquelle le monde de l'aviation s'est transformé, est devenu énorme. Et là, comme tu as multiplié tes avions, et comme ces photos-là ont peut-être été prises tout près des aéroports, là, évidemment, les traînées de condensation laissées par les avions sont énormes. Et c'est ça que les théoriciens du complot ne nous disent pas. À quel point il y a plus d'avions aujourd'hui, à quel point il y a plus d'avions qui laissent des traînées de condensation. Et ces photos-là, s'ils sont prises près des aéroports, là, évidemment, tu auras compris qu'il y a beaucoup plus de traînées qu'on voit comme ça dans le ciel. Bonne chance avec tes théoriciens du complot de ton côté. Moi, je vais les déliter ce soir. Oui, il y a longtemps que je ne lis plus leurs commentaires. Christian Page, un gros merci. Ça me fait plaisir. Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. On vous le rappelle, il sera en conférence à Québec le 27 mai. Ça va être à 19h30 à Québec, dans le secteur de Sainte-Foy, plus précisément à l'Université Laval, au pavillon Alphonse Desjardins, donc à l'amphithéâtre Hydro-Québec. C'est au coût de 25 $. Donc, vous pouvez aller sur sa page internet christianpage.ca pour plus de détails. Puis nous, on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu, lors de son passage à Québec. Il est 20h39. Courte pause, on revient.